Super. Merci beaucoup. Merci à tous à cette heure avancée de la matinée où j'imagine que pour un certain nombre d'entre vous, l'estomac commence à grommeler. Je vais donc tâcher d'être le plus pertinent possible. Voilà, donc je souhaite vous faire en quelques minutes un retour d'expérience rapide, puisque nous sommes là pour parler de transformation publique, sur des initiatives qui ont été mises en place au sein de la région Réunion. Il a été décidé de s'emparer du sujet de manière, disons, non plus proactive, parce que vous voyez que le sujet a pénétré les esprits depuis à peu près 2 ans, mais pour essayer de donner un cadre. Et je souhaite vraiment que le terme de cadre, en fait, soit le fil conducteur, l'élément clé que vous reteniez de mon intervention. Lorsqu'on s'intéresse à une collectivité qui possède un grand nombre d'agents comme nous, on s'aperçoit tout de suite que la thématique de l'IA est plus ou moins pénétrée dans les esprits, mais ce qui marque avant tout, c'est le niveau d'hétérogénéité de connaissances de la part des agents. Comme vous pouvez probablement le voir autour de vous, pour un certain nombre de gens qui ont, on va dire, un peu le virus du numérique ou qui ont été acclimatés aux outils numériques depuis un certain nombre d'années, il y a une curiosité intellectuelle intrinsèque qui fait que pas mal de gens ont déjà manipulé l'IA. Ils sont allés sur des IA, ils les ont comparés, ils ont compris comment rédiger un prompt, etc. Aujourd'hui, quantitativement, je n'ai pas de chiffres à vous donner, mais j'aurais tendance à penser que ça reste une grande minorité. Et pour l'autre partie des agents, cette fois-ci, l'IA génère un certain nombre de peurs, de doutes, peut paraître comme une boîte de Pandore sur laquelle un grand nombre, pas forcément très à l'aise avec toutes les procédures numériques au quotidien, ont préféré laisser le sujet de côté. Donc ce que nous souhaitons faire, c'est de mettre un cadre quelque part rassurant, pédagogique à la démarche, qui a pour but d'embarquer le plus grand nombre, de les acclimater à cette technologie, de montrer ce qu'elle peut faire, mais aussi ce qu'elle ne peut pas faire, car toute personne qui a un tant soit peu manipulé l'IA sait qu'elle n'est pas aussi magique que ce qu'on peut prétendre de prime abord. Et ensuite, cadrer les usages. Et j'insiste sur cette question de cadre, parce que comme vous le savez, bien sûr, pas d'IA sans data, et la notion de data revêt une sensibilité particulière quand on travaille dans un organisme public. La première question qu'on doit se poser, c'est: est-ce que j'ai le droit de manipuler les données que j'ai sous les mains, de les envoyer dans des IA, très majoritairement possédées par des capitaux américains? Et est-ce que j'ai le droit de dévoiler un certain nombre de données, de les manipuler à ma guise, quand bien même la finalité est louable, c'est-à-dire essayer de gagner du temps dans ces procédures? Et c'est là que les réelles complexités arrivent. C'est que dans la grande majorité des cas, ce que souhaitent faire un certain nombre d'instructeurs, gagner du temps sur des dossiers, automatiser un pré-travail d'instruction fastidieux, etc., nécessite de manipuler des données personnelles. Et là, nous, ce qu'on souhaite essayer de faire, c'est de leur faire clignoter dans l'esprit directement la petite alerte rouge sur le RGPD et toutes les contraintes que nous, en Europe, on a à ce sujet-là. Donc à ce stade, aujourd'hui, on a une oscillation, on va dire, entre la méconnaissance, la méfiance et l'enthousiasme. C'est ce que je vous avais mis sur les slides. Pour la petite anecdote, ces slides ont été volontairement générés par une IA que vous connaissez peut-être, qui est assez connue sur le marché, qui s'appelle Gamma, parce que j'essayais justement, typiquement, de promouvoir ce que je considère être le bon usage des IA, c'est-à-dire lui faire rentrer un certain nombre de données, dont j'ai fait moi-même le filtre pour savoir si j'avais bien le droit de les manipuler, gagner du temps par l'automatisation, effectuer un suivi et contrôle du résultat, parce que c'est là qu'on attend la valeur ajoutée de l'agent, et ensuite les diffuser. Donc j'ai mis une petite timeline sur la droite pour rappeler que dans la temporalité habituelle de la vie d'une collectivité, on est sur des échelles de temps un peu courtes. Pour rappel, l'ouverture au grand public de ChatGPT, c'est 2022. C'est il y a moins de 3 ans de cela. Donc c'est une révolution sous-jacente qui existe, oui, mais à l'échelle de centaines d'agents qu'il faut administrer, ça peut aller vite. Donc dès 2024, nous, on a pu constater qu'au niveau de la formation du Centre national de la fonction publique territoriale, le CNFPT, un certain nombre de démarches se mettaient en place pour accompagner les agents. Donc ça veut dire que la démarche de l'IA rentre peu à peu dans la culture des agents. Pas suffisamment vite, certes, mais en tout cas, la démarche est enclenchée. Et nous, au sein de la région, on a décidé de constituer un groupe de travail pluridirectionnel pour voir de quelle façon on pourrait amener ce cadre.
Suite à diverses réflexions, voilà où nous en sommes actuellement. Nous avons décidé que le cadre qui devait être amené était avant tout un livrable, un guide pratique qui devrait rappeler quelques définitions de base, qui devrait expliquer clairement ce qui peut et ce qui ne doit pas être fait, quelles sont les recommandations qu'on met sur les IA à privilégier et celles qui ne doivent pas l'être, et comment nous allons pouvoir accompagner les agents dans une montée en compétences et continuer à faire de la veille. Parce que pour tous ceux qui sont un tant soit peu sensibilisés à l'IA dans la salle, vous savez à quel point les services provoqués par les services mis à disposition par les uns et les autres, dans cet univers extrêmement concurrentiel, changent d'une semaine à l'autre ou du mois à l'autre. Donc on ne peut pas indiquer à des agents de privilégier tel outil qui sera peut-être obsolète 6 mois, 1 an ou 2 ans après. Donc dans tous les cas, nous devons régulièrement faire de la veille sur les outils les plus performants, ceux qui respectent notre législation en vigueur en Europe, et ainsi accompagner les agents dans cette montée en compétences. Je ne serai pas plus long sur les projections que nous souhaitons faire en 2025. C'est la continuité des travaux entamés il y a quelques mois, à savoir au sein d'une direction générale adjointe, donc d'environ une centaine d'agents, nous avons pris à bras-le-corps l'initiative de former l'intégralité des agents et nous avons pu le faire sur entre les 2/3 et les 3/4 des agents. J'ai pour vœu, même si ça n'a pas encore été instancié et confirmé, d'arriver à mener ces démarches de sensibilisation et d'accompagnement sur l'ensemble des directions adjointes. Parce que quel que soit le niveau de responsabilité des services publics qui sont rendus par les agents, tous ont besoin de prendre en compte cette profonde transformation publique dans leurs usages du quotidien. Et au-delà de ce que nous on fait à la région, je souhaiterais qu'on crée davantage une synergie entre l'ensemble des organisations publiques, territoriales, étatiques et autres. L'idée, c'est de se dire que nous menons chacun d'entre nous des initiatives propres sur cette montée en compétences, mais quel retour d'expérience, quelle bonne pratique on pourrait participer avec ceux qui offrent d'autres services publics sur le territoire, en fonction de leur champ d'intervention, que ce soit les déchets, les transports en commun ou autres, etc. Nous avons tous à partager à ce niveau-là et voir les écueils que nous avons sur la mise en place de services ou sur l'accompagnement des agents. Et puis, nous aurons besoin en tout cas d'un réseau central, d'un chef de file qui prendra cette amorce, qui pourrait être chez nous une des principales collectivités ou un centre de gestion qui a au centre de ses réflexions la montée en compétence des différents agents. Bref, nous sommes en tout cas sur les premiers pas d'une démarche qui me semble absolument essentielle à mener et j'espère en tout cas avoir l'occasion de tisser lors des prochains mois davantage de synergie avec les autres partenaires du territoire. Je vous remercie. Merci. Alors, il faut que je reprenne la main. Donc on va enchaîner, hein, je ne ferai pas de commentaires entre-temps, et on posera des questions ou, à la fin de nos interventions respectives. Donc Madame Nonnet, je vous donne la parole. Ah oui. Pas se lever. Je vous donne tout. Mais je veux le vôtre, comme ça je suis tranquille. Sur le fonctionnement, je suis sûre qu'il marche. Oui, jusqu'au bout. Donc du coup, j'ai fait j'ai essayé de centrer la présentation d'aujourd'hui sous forme de réponse à la question qui était posée à la table ronde, qui était rupture ou continuité dans la transformation numérique. Je me suis dit que j'étais avec d'éminents chercheurs et de brillants étudiants et qu'il fallait donc que je pèse mes mots. Et du coup, sur la transformation IA et territoire, je me suis demandé si on parlait de transformation, s'il fallait aborder la transformation numérique des territoires avec les schémas que Sébastien a pu piloter, comme le SRDE2I, le schéma régional de développement, je vais me faire engueuler, économique, innovation, internationalisation, c'est bon ? J'ai tout bon. La stratégie de spécialisation intelligente. Chez nous, dernièrement, il y a un schéma, une stratégie France Numérique Ensemble qui a été déclinée à La Réunion, qui est Réunion Numérique Ensemble. Et sur la question de l'IA, c'est une question qui a été abordée de façon un petit peu par petites touches. Il y a une petite coloration IA, donc sur ces schémas qui sont censés transformer le territoire. Et donc sur Réunion Numérique Ensemble, c'est le département qui a introduit
dans l'axe qui porte sur l'accessibilité des services numériques, l'idée d'utiliser l'IA pour faciliter cet accès, avec par exemple l'idée d'un chatbot créole. Donc là-dessus, sur cette transformation externe du territoire, on est vraiment dans la continuité de la transformation numérique. Ce sont nos schémas qui ont un petit peu cette coloration. C'est les plans d'action conseillers numériques les conseillers numériques sont maintenant formés au Café IA et vont pouvoir sur les territoires, dans la continuité de la médiation numérique, sensibiliser à l'IA. Je vois aussi que sur le jeu d'acteurs sur le territoire en matière d'IA, les positionnements ne sont pas encore tout à fait francs, mais il y a une appropriation entre la French Tech, entre Digital, entre l'association sur l'IA de la Réunion, etc. Donc, continuité. Et si j'abordais ça, c'était pour mieux l'évacuer, parce que je me suis dit que la question que vous posiez concernait surtout notre transformation interne et comment, en interne, on avait pris la question. Et sur la transformation numérique, alors du coup, on peut passer... ah oui, c'est mon boulot, du coup. J'aimais bien la délégation. Alors, Sébastien, je te délègue. Fraîche d'après. Voilà. Et voilà. Donc, réponse sur la transformation numérique externe, qui est peut-être pas tout à fait le sujet. Continuité, comme ça, on évacue. Deuxième sujet, c'est la transformation numérique interne de l'administration. Alors, dans les ministères, ça fait simplement 1 an et demi que j'ai rejoint l'administration de l'État. Avant, j'étais à la région. Donc, d'un œil encore un petit peu neuf, ce que je constate, c'est qu'il y avait une approche très stratégique avec des plans qui étaient déclinés, et on mettait en avant beaucoup la dématérialisation. Mais la dématérialisation, ça a un peu une connotation sans doute trop technique. Et de plus en plus, au terme dématérialisation, se substitue le terme simplification, qui a l'avantage d'une approche peut-être un peu plus organisationnelle, un peu plus d'usage, un peu plus orientée vers les citoyens. Et on est traversé sur ces plans. Aujourd'hui, il y a un nouveau courant, la transformation numérique se télescope de plus en plus, et je pense que Jacques pourra confirmer, avec la notion d'innovation. Pour le moment, ce sont quand même 2 approches en termes d'organisation qui sont plutôt parallèles. On a la DTNUM sur le numérique, et puis on a la DITP, la Direction de la transformation publique, c'est un peu une concurrence ou un peu un challenge des unes et aux autres directions. Ça se concrétise par exemple chez nous, mais sur tout le territoire, avec la mise en place de laboratoires d'innovation territoriale. Et il y a aussi, et je ne serai pas trop long parce que Sébastien a très bien abordé le sujet de la donnée, ce centrage sur la donnée. On n'est pas tout à fait dans le numérique, on est aussi sur le pilotage organisationnel, on est aussi sur des aspects stratégiques, parce que si les administrations deviennent plutôt gestionnaires de données à la place de délivrer des services publics, elles peuvent permettre avec l'appropriation de données, que ces services peuvent être délivrés aussi par d'autres. Donc il se joue aussi l'externalisation de certains services avec l'open data, en mettant les données à la disposition des entreprises. Mais donc voilà, une approche stratégique par rapport au numérique. Et la transformation numérique aussi, c'est aussi de la réaction par rapport à des usages internes. Longtemps, on était en train de parer les usages, éviter les usages personnels. C'était assez facile parce que l'infrastructure, les équipements, c'était des équipements professionnels. Donc on pouvait un petit peu juguler les usages.
de plus en plus, les services informatiques sont challengés par les usagers qui ont l'habitude d'avoir des interfaces qui sont ergonomiques, qui du coup aussi induisent de plus en plus de risques. Et plutôt que parer les usages, comme on ne peut plus tellement le faire, on est plutôt sur préparer à réparer. Et on sait, par exemple, en matière de cybersécurité, on se pose la question de s'il va y avoir un jour une attaque, mais qu'il va falloir... la question est plutôt quand plutôt que si. Donc, je vous ai fait ça. Donc, une approche plutôt tactique, et c'est la conjonction... Aujourd'hui, la transformation numérique dans les administrations, c'est la conjonction d'une approche stratégique et d'une approche plutôt tactique. Et alors, pour l'IA ? Alors, au moment où j'ai fait ce PowerPoint, on était encore dans de l'expérimentation, des appels à manifestation d'intérêt. Ça, c'était au début du mois. Il y a quelques jours est sortie la feuille de route stratégique en matière d'IA du ministère de l'Intérieur, avec une circulaire auprès des préfets pour qu'on en empare, qu'on mette en place des cafés IA, etc. Avec du coup plusieurs axes, heureusement qui pouvaient être anticipés sur la gouvernance, sur le passage à l'échelle. On ne parle plus d'expérimentation, mais du coup de passage à l'échelle. Sur les aspects que j'appelais éthiques, mais au ministère de l'Intérieur, on va parler plutôt de conformité. Sur l'acculturation. Et on a aussi, donc, au niveau de la transformation numérique et de la prise en compte de l'IA, donc cette approche stratégique descendante. Et on a aussi, évidemment, pareil que classiquement pour la transformation numérique, on a une appropriation par les usagers, l'utilisation de ChatGPT pour faire les discours du préfet, donc des usages qu'il y a besoin, plus encore qu'on est en une administration, besoin de cadrer. Évidemment, on ne veut pas que des données personnelles ou des données confidentielles se retrouvent aux mains des GAFAM. Et ces questions-là, c'est le retour de la question de la souveraineté numérique. Souveraineté numérique, c'est un marronnier. On a eu des plans d'action informatique, des plans informatiques. On a eu des entreprises, Bull, puis Atos, qu'on a mis en place pour garder nos souverainetés. Donc là, le nouveau credo, peut-être avec Mistral, c'est garder cette souveraineté numérique. Est-ce qu'on y arrivera ? Mais en tout cas, c'est un nouvel enjeu, une vigilance qui est à nouveau au cœur de notre transformation. Au niveau de la préfecture, on avait donc un plan d'action interne qui sera d'ailleurs présenté le 2 juin dans le cadre de nos comités de l'administration régionale, avec de fait toute une approche diagnostique, observation des usages, un côté sensibilisation et formation avec les cafés IA. On est déjà aussi expérimentateur au sein de la préfecture de la Réunion de PIX, agent de l'État, qui a vocation, PIX qui est déjà utilisé ailleurs sur le territoire, et qui a un volet IA, il y a un volet IA dans PIX, tout un volet éthique, écologique, impact de l'IA. Souvent, l'utilisation de l'IA est plus consommatrice d'énergie, de ressources que les moteurs de recherche. Donc, bien faire cette balance entre le bénéfice de l'IA et les impacts délétères qu'elle peut avoir. Tout un volet expérimentation, passage à l'échelle, pour reprendre les termes du ministère de l'Intérieur. Et un volet gouvernance avec un comité technique qui a été mis en place et dans lequel on a intégré aussi le rectorat et l'université parce qu'ils avaient certains usages qui nous semblaient intéressants
intéressant à reprendre. La difficulté qu'on a pour un plan d'action IA interministériel, c'est qu'on a des directives de plusieurs ministères, ministère de la Culture, ministère de l'Intérieur, et donc, de fait, il va falloir concilier une approche un petit peu généraliste et ces directives avec des outils à chaque fois différents. J'ai terminé et je crois. Merci. Parfait, on tient le temps, c'est très bien. Hein, j'aurai plus de temps pour parler à la fin. D'habitude, j'en ai jamais. Avec les EIT, hein, toujours. Donc, nous allons passer à Monsieur K. C'est parfait. Alors, je ne sais pas si vous voulez rester ou venir. D'accord, je vous donne. Ce qui vous, bonjour à toutes et à tous. Donc Jacques, responsable de l'innovation pour la commune du Tampon. Je vais, je pense, orienter mon discours vers les orientations qu'a pris notre commune sur l'intégration de l'UA dans son quotidien. Voilà. Donc, la commune du Tampon, on a un maire qui a beaucoup d'appétence en technologie, ce qui est favorable pour nous qui discutons autour des sujets de l'innovation. Et je n'ai pas besoin de vulgariser mon discours quand je suis avec lui. Donc, le maire, la volonté du maire, c'est vraiment de moderniser l'administration à plusieurs titres. Pour une administration très connectée et de développer on va dire, des applications sur mesure. Nous avons la chance au sein de la collectivité d'avoir notre propre cellule de développement et vraiment d'adapter du sur mesure. La participation récente au sommet de l'IA de Paris souligne l'importance que nous accordons à cette technologie qui est l'intelligence artificielle. Donc, les objectifs que nous sommes fixés vont toucher deux catégories de personnes. D'abord, nos administrés. C'est simplifier l'accès aux services et de réduire aussi pour nous des coûts d'administration très élevés. On va le voir tout à l'heure, j'ai entendu dans la table ronde précédente de tensions financières et de ressources. Pour l'administration, c'est aussi de rendre nos équipes plus efficaces sur le plan opérationnel, pareil de réduire les coûts et d'anticiper les prises de décision. Donc, la transformation numérique, elle sera pilotée évidemment par la DSI. C'est son rôle premier et c'est elle qui va porter ce projet. Nous sommes fixés comme première étape d'évaluer les technologies qui étaient obsolètes, même chez nous, hein, et de voir par quoi on pourrait les remplacer et dans quel ordre. La commune du Tampon, nous hébergeons localement 60 serveurs chez nous en local. C'est beaucoup, mais historiquement, c'était le cumul de plein d'acquisitions. Il n'est pas possible de parler de ces transformations numériques sans avoir une idée claire du budget qu'on va allouer. Toute technologie, et notamment récente, coûte cher. La formation, le développement des compétences des agents et sensibilisation. Nous avons engagé tout un processus de former nos agents, de les sensibiliser. Il ne sera pas possible de former 500 agents, c'est le nombre d'agents administratifs, mais nous allons former les personnes les plus à l'aise dans les outils numériques. Ce seront ce qu'on appelle nos ambassadeurs. Et dans un projet que nous avons appelé Graines du savoir, ce sera leur rôle de diffuser le savoir après. La dématérialisation, Joël en a parlé tout à l'heure, c'est un enjeu vital pour nous. Définition de la stratégie donc de la DSI, changement organisationnel. L'innovation, elle peut être technologique, mais elle peut être aussi portée par une restructuration organisationnelle. Et aussi la mise en place de méthodes ou de procédures.
la coordination des projets numériques. Nous avons beaucoup de projets numériques en cours et il faut absolument qu'on se coordonne. Je vous parlais tout à l'heure des 60 solutions que nous hébergeons. Elles ont été acquises à des instants donnés par des acteurs différents qui ne se sont pas concertés et il n'y a pas d'interopérabilité. Donc ça nous a posé des challenges. Et parce qu'on a une équipe de développement, nous pouvons développer ces interfaces. Les applications concrètes de l'IA. Qu'est-ce que nous avons mis en place au sein de la collectivité? La saison cyclonique vient de se finir. Dans le cadre du plan Orsec, en 2024, nous avons numérisé à 100% le poste de commandement. Tous les outils sont numériques depuis la prise de demande des administrés. Ils veulent un sac de sable, ils veulent un hébergement, ils veulent un colis alimentaire. Tout est cartographié et tout arrive aussi en temps réel. Nous avons également mis en place des anémomètres pour détecter la vitesse et durée du vent sur tout le territoire, à des endroits stratégiques. C'est important pour nous de pouvoir anticiper des actions, de débâcher un bâtiment sur des cas bien précis. Donc, nous avons aussi mis à disposition de la population une application de signalement. À l'origine, c'était que pour la population. Lorsque la phase d'alerte rouge est levée, ça permettait à la population de signaler des incidents autour de son périmètre. Ça peut être un arbre qui est tombé, un poteau électrique ou des fils arrachés. Ces signalements-là se font au travers d'une application mobile, possibilité de prendre une photo. Toutes les données sont remontées en temps réel. Les données sont analysées par une IA qui va les classifier. Classifier et les géolocaliser, nous avons la géolocalisation aussi bien du mobile que de la photo. Classifier est important parce que ça va nous permettre de dire que ça concerne le service de voirie ou ça va concerner l'environnement parce que c'est un arbre. L'IA va aussi pouvoir nous permettre de dimensionner l'équipement nécessaire. Si c'est un gros arbre qui tombe, l'équipement n'est pas le même que si ce sont des arbustes sur la voie publique. Donc on peut anticiper et prioriser nos actions sur le terrain dans cette phase qui est quand même la phase de sauvegarde qui est très critique. Prédiction, donc puisque nous recueillons les données de façon numérique et en grande quantité, nous pouvons prédire sur notre territoire, parce que nous avons quand même 12 centres d'hébergement, de pouvoir dimensionner ces centres. Parce qu'on voit en cartographiant les données par l'IA que les demandeurs sont souvent à certaines zones bien précises. L'aide opérationnelle. Alors, depuis l'écriture de l'article, nous avons acquis des solutions d'OP à l'IA dans le cadre juridique, donc pour transformer notre pratique du juridique et aussi sur les marchés. Donc, c'est de pouvoir nous aiguiller, nous assister. Bien sûr, la validation finale sera toujours humaine, mais nous sommes en capacité, là, aujourd'hui, de pouvoir rédiger des marchés plus rapidement et avec des références réglementaires juridiques précises. L'IA qui a été choisie, si elle ne connaît pas la réponse, ne donne pas de réponse. Donc, nous sommes dans la phase de tester cette IA pour la pousser dans ses retranchements et effectivement de vérifier la fiabilité des réponses qu'elle nous apporte. Classification, j'en ai parlé, et l'envoi au service compétent. Voilà. Les projets futurs qui associent l'IA au sein de la collectivité, il y en a beaucoup. Tout à l'heure, je voulais aussi parler de chatbot. Donc, on prévoit l'installation d'un assistant virtuel pour aiguiller les administrés dans leur démarche d'état civil et finalement aboutir à un rendez-vous auprès des officiers d'état civil. En phase de prototype, nous testons des modèles de langage d'IA. Il y en a beaucoup aujourd'hui qui sont en plus open source, légers et rapides, parce que la sécurité des données qui a été évoquée par mes collègues d'avant, c'est un critère éminemment important. Cette IA souveraine nous permettrait une totale confidentialité des échanges qu'on pourrait avoir. Cette IA est connectée sur nos bases de données et documentaires et reste dans ce périmètre, ne sort pas de ce périmètre. Donc ça va nous permettre de rechercher si on avait fait des demandes de subventions sur un marché il y a 20 ans
ou des choses comme ça, de pouvoir sortir des tas de tableaux de bord sur la répartition des recrutements, par exemple. Donc ça, on est toujours dans une phase d'étude, de prototype. On espère pouvoir aboutir à la fin de cette année. L'IA, donc c'est aussi automatiser les tâches et stimuler l'innovation. Ça ne va pas toucher uniquement les postes administratifs. Nous avons aussi des personnels sur le terrain. Nous nous sommes rendus compte que automatiser certaines tâches, grâce à l'IA, pouvait aussi participer à rendre les travaux plus efficients. Mais cela ne va pas sans poser quelques problèmes de questions éthiques, comme on va le voir. Donc on envisage, par exemple, pour vous donner un exemple concret, des machines, des équipements industriels qui gèrent l'environnement. Donc ils vont faire un mapping du terrain et vont s'occuper de tondre un stade de sport, par exemple. Sur la commune de Tampon, on a la chance d'abriter le plus grand parc de palmiers au monde, avec 1200 espèces qui ont été géolocalisées au centimètre près. Donc l'idée là, c'est de développer une application mobile, ludique et pédagogique pour les visiteurs qui pourront apprendre davantage sur une espèce en prenant une photo, un peu comme ce que fait Google Lens, mais là, ce sera vraiment un développement interne, d'avoir le choix de parcours sur des thématiques. Moi, je voudrais voir tous les palmiers du continent australien, ou je voudrais voir les palmiers qui ont peut-être des vertus médicaux. Donc voilà, il y aura plusieurs choix. Donc ça aussi, ça sera un pilotage par l'IA. Alors, l'innovation et risque, ben voilà. Donc, c'est toujours un dilemme pour nous de savoir où on place le curseur, jusqu'où on peut aller innover et de gérer tous les risques qui sont associés. Les données sont éminemment sensibles. La commune a acquis l'année dernière une solution de messagerie avec des outils collaboratifs qui intègrent une IA. Cette donnée n'est réservée qu'à nous et compartimentée. Donc ça ne sort pas de l'espace de la collectivité. Alors nous nous sommes aperçus que beaucoup d'agents utilisaient à titre personnel, enfin professionnel, ChatGPT, mais qu'ils avaient fait l'acquisition d'un abonnement. Donc ce n'est pas forcément un usage public ou restreint. Là, on voit vraiment que les agents se sont appropriés, en fait, qu'ils estiment que le coût de cet abonnement prévaut sur les bénéfices qu'ils vont en tirer. Donc ça, c'est une surprise pour nous de découvrir ça dans notre collectivité. Et de ce fait, pour nous, ça a été plus facile de sensibiliser. Alors, il reste quand même une catégorie de collaborateurs ou d'agents qui ont des réticences à utiliser l'IA pour des questions d'éthique. Est-ce que le fait que j'utilise l'IA là ne va pas me remplacer demain ? Donc ça, effectivement. Alors, nous, on est plutôt sur l'optique plutôt, si ça devait se faire, c'est plutôt de redéployer les ressources sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Ce sont les tâches récurrentes qu'on voudrait automatiser et supprimer grâce à l'IA. Il y en a beaucoup. Oui. Okay. Voilà. Je terminerai par le dernier slide. On m'a donné ça. Donc, la commune du Tampon, en quelques chiffres, c'est quand même 85 000 habitants, 4e commune la plus peuplée du département, 2000 agents, mais les effectifs vont baisser. Nous allons tous être confrontés à une baisse des effectifs. Et pour qu'on soit aussi efficace avec moins de personnel, il va falloir utiliser des leviers de productivité ou d'amélioration des services comme l'IA. Ce n'est pas le seul levier, mais l'IA en fait grandement partie. 2000 agents, vous voyez que c'est quand même un volume important. Le numérique est très ancré sur le territoire. Donc sur 41 écoles, elles sont toutes fibrées, 406 tableaux numériques interactifs, de la vidéosurveillance partout aussi. Toutes nos caméras de vidéosurveillance disposent des licences IA et qui permettent d'identifier
des formes, des véhicules, des personnes. Nous avons aussi étudié l'opportunité d'utiliser l'IA dans d'autres domaines au niveau de la police, mais ça, j'en parlerai un peu plus tard. Mais voilà, donc beaucoup de choses autour de l'IA qui sont en cours et on souhaiterait, nous, atteindre cet objectif d'ici 2026 ou début 2027. Merci beaucoup pour votre attention. Merci. Alors, je vais revenir sur... Alors, j'ai moi aussi 10 minutes, je vais mettre le chronomètre, je vais essayer de m'appliquer moi-même les règles que j'impose aux autres. Juste pour rappel, l'idée des EIT, c'est d'avoir, c'est un peu l'originalité, c'est-à-dire de croiser les regards et donc d'avoir des praticiens qui viennent et puis un universitaire, un académique qui essaye de faire une synthèse éventuellement et de mettre en perspective par rapport à la théorie, et donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Alors ça a été d'autant plus facile cette année que c'était très intéressant. C'était très complet, c'est-à-dire que vos interventions abordent à la fois les finalités, les usages, les limites, les problématiques d'implémentation, de mise en œuvre, que je vais aborder rapidement. Alors c'est intéressant parce que moi je suis en stratégie en innovation. D'ailleurs j'ai travaillé sur les labs, et notamment sur le lab Eau en Occitanie, qui est un des labs de la DITP, sur les impacts sur l'ambidextrie, la capacité d'innover. Mais je ne suis pas sur l'IA, et là je me mets sur l'IA. Et ce qui est intéressant, c'est que, par exemple, dans l'enseignement, aujourd'hui, on a des départements ou des laboratoires stratégie inno, et puis on a la partie SI, qui est un autre laboratoire. Et maintenant, à l'intérieur du SI, il y a l'IA qui se développe, qui devient autonome par rapport au SI. Et donc, on a une approche vraiment très cloisonnée aujourd'hui. Donc moi, c'est plutôt inno, IA. Et c'est d'autant plus intéressant que l'IA, sur la partie enseignement, je peux vous dire, je suis très inquiet, moi, pour les futures générations, sur le développement de la pensée critique. Il y a plein d'intérêts. Mais... Alors, l'idée, une mise en contextualisation, vous avez parlé, c'est vrai que l'IA générative, qui est la plus répandue, la plus connue, elle se développe, et c'est vrai que les dernières études, notamment auprès d'un certain nombre de baromètres, Data Publica, disent qu'aujourd'hui, 50% des collectivités locales françaises utilisent ou vont utiliser l'IA. Alors dans quel contexte, il faut savoir, particulièrement. Et ce qu'il y a, c'est qu'on s'est posé la question avec, en fait, c'est une communication qu'on va faire, c'est un projet de recherche. Et d'ailleurs, je serais très intéressé à la fin, on prend un contact parce qu'on fait des entretiens, des interviews. Et avec Pascal Fruquet, qui est chercheur, qui est doctorant à l'UPPA, qui est en direct, que je salue. Et donc, c'est un travail en commun. Et alors, l'idée, on se posait la question de dire, mais finalement, il y a quand même un processus de transformation numérique, de digitalisation qui a entrepris un certain nombre d'années. Comment se situe l'IA par rapport à celui-ci ? Parce que dans le public, mais comme dans le privé, souvent on parle du millefeuille administratif, mais dans le management, c'est le millefeuille en matière de méthode managériale, de technique, où une méthode supplante une autre. Et donc finalement, comment se situe l'IA par rapport à ça ? Est-ce que c'est une continuité ? Est-ce que c'est intégré ? Est-ce que ça a été pris en compte ? Est-ce que c'est une rupture, une innovation de rupture, plutôt qu'incrémentale ? Et la deuxième question qu'on se pose, c'est quelles sont les implications, les dynamiques managériales, organisationnelles qui sont associées à l'IA. En innovation, vous avez des modèles. Alors, on parlait des déterminants de l'innovation. Vous avez des déterminants internes, externes. Interne, c'est le leadership, les ressources, les compétences. Et puis, il y a un déterminant qui est l'innovation elle-même. C'est le modèle de cascade des innovations. C'est-à-dire qu'une innovation, par exemple, de type techno, va déclencher par la suite un certain nombre d'innovations organisationnelles, managériales. Parce que pour être implémenté, il faut réorganiser. Et donc là, l'idée, c'est de dire, mais finalement, quels sont les innos managériales organisationnelles qui sont associés à l'IA ? Voilà. Et donc, on s'interroge sur ces deux. Et donc, les entretiens que l'on a et les questions qu'on vous posera, alors je ne vais pas le faire à la suite, mais on prendra rendez-vous, portent sur ces éléments-là. Donc, juste quelques mots. Vous savez, un petit retour. Les IA, et ça a été illustré, et vous utilisez des IA de différents types, d'identification, de recommandation, des IA prédictives. C'est vrai que celle que l'on connaît tous, c'est l'IA générative, LLM, en fait, qui est notamment, alors on a parlé de ChatGPT, de Mistral, voilà. Donc, et souvent, les IA génératives sont prises dans des logiques, en fait, d'automatisation, d'efficience, comme on les voit dans le cas de la région Réunion, de la commune du Tampon, où c'est la préfecture, dire finalement ça permet de faciliter, d'autonomiser et de se mettre sur des tâches à plus forte valeur ajoutée. Alors ça, c'est un truc intéressant, on discutera, mais pas maintenant, mais ça m'intéresse toujours, c'est-à-dire qu'on est capable aujourd'hui de déterminer les tâches répétitives et les tâches à plus forte valeur ajoutée. Ça veut dire qu'il va falloir repenser les chaînes de valeur et regarder exactement c'est quoi les tâches à forte valeur ajoutée.
parce qu'on peut automatiser beaucoup de choses en fait aussi, hein, donc c'est un point. L'idée c'est que ces éléments-là, on les retrouve dans tout ce qui est, j'ai dit en fait antériorité, la smart cities, tout ce qui est data, big data, ce sont des éléments en fait qui étaient antérieurs. Et comment ça se situe par rapport à ça? Et souvent on se rend compte que finalement on reprend les thèmes, les enjeux de la ville connectée avec l'IA, sur l'efficacité, la résilience et la durabilité. Et donc une première approche, c'est de dire finalement, et ce que vous disiez, on est dans une continuité fonctionnelle. Ça s'insère dans les mêmes logiques d'optimisation que le numérique. Sur certains points, on retrouve finalement une progression, une amélioration, mais on est en continuité. Mais sur d'autres points, il y a vraiment une rupture. Il y a vraiment une rupture par le fait que, alors ça se diffuse très rapidement, très très rapidement. Alors c'est ça aussi qui est intéressant, qui est un peu inquiétant. Sur ce niveau-là, le public et le privé sont au même niveau. En management public, on a souvent travaillé, moi j'avais travaillé sur la stratégie des organisations publiques, en fait on s'inspirait de ce qui était fait dans le privé. Parce que généralement 5, 6, 10 ans après, ça arrive dans le public. Alors ça a des désavantages parce qu'on copie parfois, on fait de l'imitation, mais l'avantage c'est qu'on a un retour d'expérience. Là, tout le monde est au même niveau, ce qui est intéressant, c'est-à-dire public et privé. Le retour d'expérience, on ne l'a pas pour l'instant, ni pour le public, ni pour le privé. Et ça va extrêmement rapidement. Quand je vois les évolutions, vous disiez 1 an, 2 ans, mais même en 6 mois, sur certains outils, c'est déjà obsolète. On a été formé, on a développé, et puis on passe à une autre IA. Et donc là, on est sur une rapidité, massification de l'usage, notamment à travers du shadow IT, vous dites en fait des gens qui l'utilisent dans leur coin, avec tous les risques qu'il y a, mais aussi les avantages, parce qu'ils se forment eux-mêmes. Et finalement, on va beaucoup plus rapidement que sur certaines autres technologies. Transformation des métiers, ça c'est une rupture aussi, parce qu'on a beau le dire, mais ça va transformer les métiers, les manières de le faire, à plus forte valeur ajoutée, c'est-à-dire aller où? Sur quelle activité? Comment on gère ça? Et donc, c'est vecteur ça va être vecteur de très nombreuses transformations organisationnelles, donc dans les manières de produire du service public, de la valeur publique, dans les modes d'organisation. Et donc, ce que je disais, c'est qu'en fait, l'IA apparaît comme aussi une innovation de rupture qui va être déclencheuse de multiples innovations et de multiples changements. Et c'est ça aussi et c'est un des risques, parce qu'aujourd'hui, je montrerai, on est sur une approche instrumentale, sur l'outil. On est sur l'outil, principalement, comme beaucoup de... Mais sauf qu'on a du mal, ou on n'a pas anticipé ça. Pour que ça marche, il va falloir modifier, transformer, former évidemment, sensibiliser, mais modifier les organisations. Et si on est sur une approche purement instrumentale, et c'est mon point suivant, alors, cette problématique aujourd'hui qu'on a, c'est d'une IA qui soit éthique, qui soit créatrice de valeur publique aussi. Et donc, il y a un certain nombre d'éléments, quand on regarde ces idées d'éthique, de création de valeur publique, de risques, d'enjeux qui sont associés à l'IA. Alors, vous avez évoqué... Et alors, c'est vrai qu'aujourd'hui, moi je le vois dans mon milieu académique, il faut y aller, tout le monde, il faut absolument utiliser, et puis approche l'outil, il faut former à l'IA. Mais, alors, avec les risques, en contrepartie, mais ce n'est pas le principal élément. Sauf que, vous l'avez dit, il y a énormément aussi d'éléments à prendre en compte. Sur la sécurité et la souveraineté des données, effectivement, ça part, on ne sait pas où. Voilà, nous, quand on l'utilise pour les accréditations internationales, en fait, on file nos données et on risque de filer nos données sur nos programmes, nos contenus à tout le monde. Ça, c'est un risque important. Sur l'exclusion aussi, parce que la fracture numérique, on l'avait avant, alors là, peut-être autant. Et donc, ça veut dire une partie, à la fois où des usagers, surtout des utilisateurs ou des agents qui risquent d'être exclus, bien que le numérique, l'IA soit plus facile d'accès, en fait, que les autres technologies, à mon sens. Parce que prompter, c'est pas le plus compliqué. Et c'est vrai que c'est plutôt un outil de démocratisation à ce niveau-là. Les enjeux environnementaux, ça, on n'en parle pas beaucoup. Enfin, si on en parle, mais la consommation en électricité en eau, le fait simplement de générer une photo, c'est un demi-verre d'eau, je crois, à chaque fois. Ce qui a été dit sur 40 ou 30, c'est 25 centilitres d'eau qui sont utilisés, qui disparaissent. Bon, c'est quand même... Et puis sur les logiques de neutralité et d'équité, les principes du service public aussi. Ça impose aussi un questionnement à ce niveau-là. Alors, pour gérer ces enjeux, ces problématiques, il y a pas mal de dispositifs qui émergent. Et alors, j'en ai cité les chartes que vous avez, en préfecture, à la région, les chartes IA. Alors nous aussi, on travaille sur la charte. Mais alors, c'est un peu étonnant, c'est que, nous aussi, je parle à la TBS Éducation, c'est qu'on travaille sur une charte, c'est vrai, c'est important, mais pour moi, la charte, c'est plutôt la résultante d'une stratégie, et après, on va poser les limites ou les règles. Mais c'est important, c'est vrai qu'il y a les projets open source souverains.
et les IA connectées aux bases réglementaires internes, vous avez évoqué comme du tampon, et ça c'est vrai. Et nous aussi, on pense à ça, à développer en fait des systèmes fermés pour éviter la diffusion, puis ça apprend plus vite aussi avec nos propres données. La nécessité de veille technologique est très intéressante que j'ai retrouvée, de dire qu'un des éléments clés dans les stratégies IA, ça va être la veille. Parce que ça évolue tellement vite, donc ça veut dire qu'il va falloir former, reformer, rediffuser en information. Les guides pratiques pour encadrer les usages, on les retrouve aussi. Les logiques de co-construction. Alors c'est un mot effectivement qui peut paraître, mais c'est extrêmement important. Et la co-construction, pourquoi ? Parce qu'avec les usagers, avec les agents publics, et notamment avec les dispositifs à travers les labs. Nous, on avait travaillé beaucoup sur ça, sur ces processus de co-construction, et qui font que, notamment, on s'approprie beaucoup plus les outils. Et les projets d'IA local. Alors, mon dernier point, c'était de dire, et ça, c'est une réflexion que j'ai eue tout au long de ma carrière, sur la partie, même en stratégie, de dire, finalement, parce qu'on a l'effet mode en management public, en management, par les outils, par les techniques, les démarches qualité, les tableaux de bord, on rentre par l'outil. Sauf que l'outil, c'est un moyen. C'est pas le pourquoi. Le plus important, c'est le pourquoi. Donc ça veut dire que d'abord, il y a toute une réflexion sur la définition des priorités, finaliser en fait l'utilisation de l'IA. Alors je vais juste le passer, ça va être rapidement, mais je vais aller sur ce point directement, de dire voilà, à mon sens, le risque aujourd'hui, c'est que cette approche technique ou instrumentale, elle va aller sur l'outil, il faut utiliser l'outil. S'il n'y a pas cette partie de diagnostic stratégique, où on pose les besoins, les usages, quels sont les intérêts. Et ça aussi, par rapport à l'existant. S'il y a un projet territoire, c'est quand même l'élément clé, le projet politique aussi. Et puis le plan numérique qui existe déjà, pour ne pas refaire, parce que sinon on va susciter, on va encore dire, encore une fois, on remet une couche d'outils, de techniques. Et puis la notion de valeur publique, les valeurs publiques, et puis le type de valeur publique que l'on veut créer. À travers est-ce que c'est de l'efficience, de l'efficacité, est-ce que c'est de la sélection, de la priorisation, vous voyez, par poste, par chaîne de valeur, parce que tout n'est pas de la même, avec les logiques d'explication aussi. Et derrière, avec ce mode de construction qui est de la co-conception, de la co-construction, et notamment parce que les utilisateurs aujourd'hui, les agents publics, en savent plus généralement, parce que comme ils utilisent eux-mêmes en Shadow IT, ils ont davantage parfois de connaissances sur ces points-là. Et après, l'idée étant vraiment de passer sur ces points que vous avez soulignés d'une véritable stratégie IA. Et une stratégie IA, c'est des objectifs, des finalités, et après des modalités d'implémentation, à travers un guide pratique, à travers des chartes. Voilà. Mais encore une fois, par exemple, on rentre beaucoup aujourd'hui par la charte. Ce qui aussi peut-être traduit le risque, la crainte qu'ont certaines, et à juste titre sur certains points. Sur des systèmes de formation, de montée en compétences, ça c'est extrêmement important. La crainte qu'ont les gens aussi, la peur, elle vient de là aussi. Parce qu'on se dit, mais on n'est pas à niveau, on n'est pas... Et puis sur ce système d'évaluation, alors je pense d'évaluation, des retours, et ce système de veille, qui est une composante très importante, à la fois de veille technologique, parlez aussi de veille juridique dans votre modèle, qui est l'élément clé. Et, voilà. Et donc pour moi, ce sur quoi on doit travailler, c'est sur ce montage de stratégie, de l'intégrer dans un système, et sur l'ensemble des changements que l'IA va impliquer ou implique pour qu'elle fonctionne, et pour limiter, pour optimiser les avantages, mais limiter les risques qui existent et qui sont réels. Voilà, donc j'en ai terminé. Maintenant, des questions dans la salle, des commentaires ou directement ou de... Donc il y a une question qui est au fond. Je remercie encore les intervenants pour la qualité de leur intervention. Bonjour. J'avais une question parce qu'il a été abordé le sujet de la souveraineté numérique. Je crois savoir que les lois d'extraterritorialité américaines qui jusqu'à présent concernaient le dollar touchent maintenant le cloud, donc le Cloud Act, je crois. Et quelle parade notre État ou l'Europe peut opposer, sachant que nous tous, nous avons un Gmail ou un Google, donc on a déjà, nous tous, nous sommes concernés.
Et j'ai vu un chiffre passer où 71% des entreprises françaises ont leurs données aux États-Unis. Et quand bien même les données seraient en France, en fonction de cette loi d'extraterritorialité, eh ben, ça autorise l'État américain de venir questionner ces données, ou en tout cas, voilà. Donc je trouve que le sujet de la souveraineté numérique est primordial, et en tout cas, comment l'État français ou les chercheurs peuvent nous éclairer, parce que c'est pas très rassurant. C'est bon, là, ça marche? Ça marche? Ça a l'air pas très fort. Alors, je ne suis pas sûre de pouvoir répondre pour l'État français. Je peux répondre avec juste une vision parcellaire. Je pense, et ça va vraiment n'engager que moi, je pense que là-dessus, c'est perdu. En revanche, pour les administrations, on a et que c'est ce qui est aussi important, c'est qu'on a des règles pour héberger nos données localement, etc. Donc on protège déjà les données de santé, les données qu'on dit sensibles. Et pour les entreprises, beaucoup d'actions aujourd'hui par l'ANSSI sur la cybersécurité, sur la sensibilisation, qui sont en train de se cristalliser dans le contexte dans lequel on est. Nous, au niveau de l'État, on a le Cloud Pays. Donc, pour héberger les données de l'État sur un cloud sécurisé, maîtrisé, c'est important aussi que les entreprises réunionnaises puissent se former à l'utilisation de ce cloud et là je dérive, mais je me dis, j'ai l'occasion de passer un message, pour que les solutions qu'elles proposent aux collectivités locales, puisqu'on essaye avec la région Réunion, avec la Réunion Innovation, Développement MP, la commande publique locale, les solutions que proposent les entreprises aux collectivités puissent être hébergées sur ce type de cloud. Voilà, ça, c'est un petit aparté. Sinon, pas connaissance, en dehors des questions de cybersécurité, des actions de sensibilisation, d'une stratégie qui permettrait de parer au fait que l'Amérique détient une grande partie du cloud. Oui, je peux répondre en partie un petit peu, à moins que vous vouliez le faire avant. Non. Christelle Perrin de l'Université de Versailles, 50 ans en Yvelines, et je travaille un petit peu sur la digitalisation dans les organisations publiques. La DINOM a développé son propre réseau, en fait, interne, pour pouvoir communiquer et éviter justement des fraudes, des infiltrations, etc. Donc il y a des expériences qui se sont développées dans le public et qui pourraient éventuellement aussi continuer. Dans le privé, j'ai d'autres expériences aussi suite aux différents aléas politiques que l'on a pu subir par rapport à la position américaine. Je connais une start-up qui a définitivement s'est désengagée de tous ses contrats informatiques avec les États-Unis et qui ne s'est développée qu'avec les entreprises françaises. Le plus gros problème, c'est que la force de frappe en France est beaucoup moins importante que celle qui est déployée aux États-Unis, donc c'est compliqué. Donc il faut des techniciens chevronnés. Néanmoins, c'est pas impossible, puisqu'ils l'ont fait. Et d'ailleurs, ils en gagnent beaucoup d'argent, parce que passer par les réseaux français coûte moins cher que passer par d'autres réseaux. Peut-être laisser... Du coup, je vous pose une question. On avait eu en octobre un colloque sur le numérique avec
tous les acteurs, dont la région qui était présente. Et on a eu les Açores qui nous ont présenté un cloud souverain qui permet de partager des données gouvernementales avec les différentes institutions en interne. Donc, c'est-à-dire que ça va de l'État jusqu'aux communes pour éviter d'avoir à chaque fois dupliquer ces données. Donc, est-ce que c'est quelque chose qui est prévu aujourd'hui? Parce qu'il y avait eu un engagement de M. Bertil à l'oral ce jour-là qui était présent. Deuxième question qui vient aussi sur ce point. On voit que la commune du Tampon est vraiment au top de l'innovation. Elle a même une direction de l'innovation qui pourrait être un exemple pour d'autres communes, mais aussi pour la région ou le département, qui aujourd'hui subissent des grosses attaques cyber. J'aimerais savoir si vous avez pensé à faire des IA localisées qui permettent à vos agents de générer peut-être des comptes rendus ou de la productivité un peu plus efficace sur les différentes tâches qui sont peut-être moins prioritaires. Est-ce que c'est quelque chose qui est en place, qui va être mis en place, c'est une volonté aussi? Parce que je vois qu'on a quand même une commune qui a beaucoup avancé sur ces sujets et qui peut être prise en exemple, je pense, pour la suite. Et après, une dernière question qui est plus culturelle. On voit que les IA sont localisées plutôt sur des données anglaises, beaucoup moins françaises. Est-ce qu'il y a prévu peut-être sur ces IA locales de mettre en avant la culture réunionnaise ou la culture des îles pour, dans cette numérisation des contenus, proposer des contenus créoles et des contenus qui sont locaux, qui montreraient aussi les études qu'on a dans nos îles? Bien, ça fait 3 points, je vais essayer de les traiter dans l'ordre. La première, c'était rapport, je crois, à l'intervention de M. Bertil, c'est ça, sur un cloud souverain. Alors, à titre personnel, en tant qu'agent, je n'ai pas de connaissance de ce fonds de dossier. Ce que je peux vous dire, c'est qu'en effet, il y a une vraie réflexion sur les différentes souverainetés qui sont menées à l'échelle de la région, et j'en veux 4 en particulier: souveraineté sanitaire, alimentaire, énergétique et numérique. Et sur cet aspect justement de souveraineté numérique, il y a d'une part une volonté de renforcer notre interconnexion, parce que vous n'êtes pas sans savoir que pratiquement 100% de nos données passent par les câbles sous-marins, donc sans câbles, nous sommes isolés totalement du monde. Donc pour ça, il y a un travail qui est fait actuellement d'une part sur la prévision de l'obsolescence de CEF, qui sera remplacé par un autre câble à terme, et puis d'autre part par la mise en place de data centers locaux qui nous permettraient d'être plus résilients en cas de coupure sur ces fameux câbles. J'en veux pour preuve la récente initiative qui a été mise en place, Omega One, en particulier par le groupe Océane. Donc bien sûr, on ne pourra pas s'isoler complètement du monde, assurément, mais le fait d'avoir un certain nombre de données, en particulier celles qui pourraient concerner nos entreprises ou nos administrations publiques, si on peut les héberger en local, en cas, hélas, de coupure avec le reste du monde, on a un niveau de résilience supérieur. Ça, c'était le premier point. Le deuxième point, je crois, concernait votre demande en ce qui concerne l'administration publique, comment elle s'organise. OK. Oui, un peu comme au tampon. OK. C'est ça. Ouais, exactement. Alors, ça, je rejoins tout à fait la démarche qui a été proposée par Jacques, et je crois que 2025 sera vraiment au niveau de la région impulsée, même si on en reste à un des balbutiements, mais un peu la grande tendance qu'on va voir au niveau du monde, c'est-à-dire quitter des IA extrêmement lourdes, des LLM extrêmement chargés en données, extrêmement énergivores, pour favoriser la mise en place d'agents locaux sur des modèles de données entraînés sur des circuits beaucoup plus fermés, avec des flots de données maîtrisés, en particulier qui ne sortent pas à l'extérieur, et beaucoup moins consommatrices. Alors nous venons de le faire à titre, j'ai envie de dire, quasi expérimental, nous, depuis 2-3 semaines en local, principalement à des fins d'auto-formation. Le but en particulier, c'est de mettre en place des jeux de données, des procédures types pour entraîner nos instructeurs à avoir des réponses beaucoup plus centralisées, généralisées et harmonisées, en particulier quand on instruit des données par rapport à l'extérieur. Voilà, donc nous allons, disons, continuer un peu dans la démarche de Jacques, mettre en place des données protégés avec des flots de données qui ne sortent pas à l'extérieur, qui ne vont en particulier pas chez les GAFAM, qui restent chez nous. On fait ainsi monter en compétence les agents et on assure la sécurité des données personnelles ou sensibles. Et votre troisième point concernait, rappelez-le-moi s'il vous plaît. Oui. Ah oui, sur l'adaptation locale. Alors, ce que vous dites est tout à fait vrai. Et c'est ressenti en particulier même par les grands gestionnaires de données, je pense en France à Mistral en particulier, qui sont les premiers à reconnaître, tout à fait comme vous l'avez indiqué, que, ben oui, mais malheureusement, nos données, elles ont été faites, pas nos données, nos modèles de données d'IA ont été faits très majoritairement, pour faire simple, par des hommes blancs de 25 ans de la Silicon Valley, pour caricaturer un peu, hein.
Voilà. Donc, bien sûr, là, on ne retrouve ni les spécificités de notre culture européenne, française en particulier, et encore moins notre culture créole. Donc, la question, c'est que si nous voulons arriver à intégrer dans ces IA ces spécificités, c'est moins le problème, à mon avis, même si ça l'est en partie du langage de données, que de la base de données sur laquelle on va l'entraîner. Donc la question, c'est que si on veut arriver demain à des IA qui soient personnalisées, entre guillemets, pays, à la créole, quel est le jeu de données sur lequel on va l'entraîner? Et donc il y a tout un travail, on va dire, d'archivage, d'état des lieux et d'entraînement des IA à faire sur un modèle de données que la région, en tout cas à titre personnel, ne peut pas se prévaloir de faire seule. Donc il y a bien sûr une mise en harmonie avec les archives du département, avec les communes et avec tous les partenaires concernés. Donc je n'ai pas personnellement connaissance qu'une telle initiative soit relevée, mais je pense qu'elle ferait tout à fait sens sur le territoire. Tu as un complément, Joël, à apporter à ce sujet-là? Tiens, je te passe la main. Mais c'est peut-être de ce matin, la région m'a dit qu'elle voulait mettre en place un comité territorial de la donnée. Bah, l'info ne m'est pas revenue, en tout cas dans la matinée. Je suis désolé, j'ai pas lu mes mails ce matin. Ok, bah, en tout cas, ça va tout à fait le sens, je pense, dans ce que vous indiquez. Alexandre Wang, qui est la personne qui fournit des données à GPT ou à toutes ces IA, et c'est la licorne américaine qui permet derrière à toutes ces IA de fonctionner. Donc ce serait intéressant de voir, nous, pas uniquement l'outil final, mais comme on parle du jeu de données, travailler sur ces jeux de données. Ah oui, pardon. Je voulais bien compléter sur la question de l'infrastructure souveraine, parce que l'université m'a indiqué qu'elle était en train de réfléchir à une infrastructure associée à la puissance de calcul, avec des centres de calcul. Et donc, il y a un tel projet qui est aujourd'hui, qui pourrait être financé sur fonds européens, enfin, qui est à l'étude aujourd'hui et porté par l'université, et qui n'est pas opposé à ce que l'État et d'autres... Et d'ailleurs, ils ont eu un échange aussi à la région à ce sujet, qu'on puisse partager cette infrastructure. Je voulais sortir du débat un peu technocentré et revenir sur ce pourquoi les collectivités sont faites, c'est-à-dire rendre des services à la population, répondre aux besoins des usagers, des habitants, des contribuables, des citoyens. Peut-être profiter de l'expérience de la commune du Tampon. Est-ce que justement vous qui avez un peu de recul sur les mutations des services via la démat, la transfo numérique, l'IA, est-ce que vous avez fait un retour d'expérience, en particulier vis-à-vis des usagers eux-mêmes, sur la valeur qu'ils donnent, leur niveau d'appropriation de ces technos? Est-ce qu'ils sont contents des mutations générées par le service? Vous parlez de démat par exemple. Est-ce que vous avez un retour évaluatif sur ces questions-là? Alors, oui, on n'a pas un retour quantifié au sens formel du terme, mais c'est vrai que la démation des services en ligne pour le grand public a explosé de façon exponentielle. Il y a énormément de demandes à ce sujet. Donc, au début, on se rendait compte, par exemple, pour les factures de cantines scolaires, du CCAS, des régies, très peu avaient la carte bancaire. Ça, c'était une problématique déjà pour la numérisation. Donc, ils payaient seulement en espèces. C'est un gros problème pour nous de sécurité, de stockage de fonds, de trésorerie. Donc, le fait qu'on ait tout dématérialisé un certain nombre de processus, notamment sur la facturation, il n'y a plus de file d'attente aux régies. Et on ne soumet plus les contraintes horaires de nos régies à la population. Il n'y a plus ces déplacements véhiculés qui viennent nous voir. Donc ils sont très demandeurs de ça. Et effectivement, à chaque fois, on nous demande, est-ce que vous ne pouvez pas maintenant faire le recensement en ligne? Est-ce que vous ne pouvez pas faire, on pourrait pas faire une demande de documents d'état civil totalement en ligne? Donc effectivement, là, il y a... Voilà. C'est pas quantifié au sens, j'ai pas de chiffres, mais effectivement, on a vu que la population était très demandeuse de ça. Très bien, merci. Peut-être s'il n'y a pas d'autres questions.
Si? Ah, pardon, je ne la voyais pas de loin. Là, la main était cachée par votre voisin devant. Peut-être la dernière? Merci. Bonjour à toutes. Léo, du Pacte de transition citoyenne régionale. Ma question, elle est pas du tout scientifique, mais quoique, elle est pas non plus protocolaire, mais c'est à l'échelle du citoyen. Sur la question de l'énergie, Mathieu était intervenu ce matin sur cette question-là. Sur la question également de la data, puisque Sébastien l'a rappelé, il ne peut pas y avoir d'IA sans data, donc sans données. Et puis elle s'adresse plutôt à la commune de Tampon. Donc merci pour l'expérimentation. Et puis c'est la question de la co-construction des politiques publiques avec les citoyens. J'entends le rapport du GIEC disait que on aura peut-être des cyclones de plus en plus violents, peut-être moins en fréquence, mais de plus en plus violents. Et on a eu l'expérience de Garance. Et l'idée, c'est qu'on disait qu'il n'y a pas encore une fois, d'IA sans énergie, sans data. Il me semble que juste après le cyclone, il n'y a plus d'énergie de la part des citoyens. Autant les collectivités s'y sont préparées avec des stockages de l'énergie alternative, pour certaines, mais comment justement les données vous remontent, puisque le lendemain de cyclone, il n'y a plus de possibilité de remonter ces données-là à votre niveau pour que l'IA gère les questions d'urgence, les questions de comment mettre une bâche sur le toit d'un habitant, etc., etc. Donc, comment la commune part à ça? Merci. Alors, dans le cadre du dispositif Orsec, donc des cyclones, nous avons voulu, au niveau de la commune de Tampon, fonctionner en toute autonomie, que ce soit sur les moyens de communication. On a vu, en fait, l'impact sur les réseaux cellulaires, post-Garance, l'impact sur les liaisons Internet. C'est encore le cas, on a échangé pas plus tard qu'hier avec Joël. En fait, nous essayons de fonctionner de façon totalement autonome. Nous avons notre propre réseau de radiocommunication pour discuter avec nos équipes s'il y a une défaillance du réseau cellulaire. Et nous avons aussi des groupes... Ah, d'accord. Oui, ok. De leur côté. Alors, cette année... Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. S'il n'a pas le réseau cellulaire, il ne peut pas nous signaler. Il ne peut pas nous signaler. Désolé, vous n'aurez pas de données, si bien évidemment, de data, s'il y a une rupture énergétique de la part des citoyens à le réseau domestique. Oui. Voyez. Et comment, justement, vous suppléez à ça, en sachant que... Alors, ça s'adresse à l'ensemble de la Réunion. Hein. Moi, je suis intervenu beaucoup post-Garance sur Sainte-Anne et Saint-Benoît. Et effectivement, ça a duré quand même pour certains habitants, certains citoyens, plus d'1 mois sans énergie. Et encore aujourd'hui, on a encore des problématiques. Vous voyez. Donc l'idée, c'est comment anticiper sur ces catastrophes naturelles, même si c'est anthropique, mais enfin bref, comment aussi la collectivité à l'échelle de Tampon, puisqu'il n'y a pas d'avance sur l'innovation, comment vous allez anticiper sur ces prochaines situations? Effectivement, si la remontée des données par les citoyens n'est pas possible, l'action sera du côté de la commune. Nous, au niveau de la commune, on s'est doté de drones de reconnaissance et nous avons formé des pilotes pour que, justement, dans cette phase-là, elles puissent faire la reconnaissance de terrain et prioriser les actions. Donc, ça sera, pour l'instant, 100% communal si le signalement n'est pas possible par l'administré. Bien, je pense que pour laisser un petit peu de place aussi au mot de clôture que notre collègue Benjamin Dreveton va nous proposer pour ces EIT 2025 sur un très beau territoire aux multiples enjeux, je pense qu'on peut remercier nos intervenants sur un enjeu majeur. Merci beaucoup.